Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Une émission spéciale d'1 heure aujourd'hui dans laquelle on va s'intéresser à la santé mentale des jeunes en particulier. Dans un premier temps, on vous propose un documentaire intitulé Partition d'instinct qui s'intéresse à la danse comme appui aux soins psychiatriques. Et dans un deuxième temps, on verra avec nos invités comment cette initiative développée à Lyon peut nous inspirer. Place donc au documentaire. À travers la danse, le projet Partition d'instinct a pour ambition d'accompagner des jeunes usagers des services de soins psychiatriques sur le chemin d'une découverte de soi et des relations aux autres qui se passent des mots. La particularité de ce projet, c'est qu'il s'adresse aux patients, mais aussi au personnel hospitalier et aux proches des jeunes. On regarde donc ce documentaire et on se retrouve juste après. Continue et pousse ça vers l'arrière. Ouais, alors c'est comme si tu faisais ça. T'aspires ton nombril vers l'arrière. J'avais fait une crise d'épilepsie, j'étais dehors, je n'avais pas de foyer. Et quand je me suis réveillé, on m'a dit où est-ce que j'habitais et j'ai pas su répondre. Moi je me sens mieux depuis que j'ai été diagnostiqué bipolaire. Je me sens beaucoup mieux dans ma peau parce que je sais ce que j'ai. Mais on peut aller mieux, je vais mieux. Et ça fait bizarre de dire ça. Enfin, ça me permet de m'élever. Quand on n'arrive pas à exprimer ce qu'on veut à la parole, c'est la danse, c'est le mouvement qui va nous donner raison. Et on sait qu'on n'est pas tout seul, mais ça fait du bien de voir qu'on n'est pas tout seul. Mais est-ce que je referai de la danse? Oui, sûrement. Retour en plateau avec nos 3 invités. Alors déjà, bonjour à tous les 3. Pierre Skonbrod, vous êtes le réalisateur de ce documentaire. Ça fait plusieurs années que vous vous intéressez à la santé mentale des jeunes et que vous rencontrez de nombreux acteurs du secteur, notamment via la projection de votre autre documentaire qui s'appelle « Tout va s'arranger ou pas ». Documentaire qui a donné lieu à un collectif dont on va parler dans un instant. On accueille également Emmanuel Monneron. Vous êtes psychiatre au pôle centre du centre hospitalier Le Vinatier à Lyon. On vous voit dans le documentaire juste avant et c'est vous qui êtes à l'initiative de ce projet Danse et Santé Mentale. Et enfin, Elena de Pasquale, vous êtes membre de ce collectif Tout va s'arranger ou pas. Vous témoignez en fait dans la première version et puis maintenant vous avez vraiment créé ce collectif autour du documentaire. Pierre Skonbrod, on a parlé de Tout va s'arranger ou pas. On vient de voir Partition d'instinct. Quel est le lien entre ces deux documentaires? La santé mentale, inévitablement. Et c'est ça qui nous relie aussi, pas seulement les projets, mais les humains, puisque avec Emmanuel, on s'est rencontrés sur un réseau social grâce à ce premier projet que vous avez pu découvrir. Et donc voilà, quand Emmanuel m'a proposé ce que les téléspectateurs ont pu voir pendant 35 minutes, je me suis dit que c'était la possibilité pour le collectif que nous avons décidé de former de s'y intéresser aussi, parce qu'il représente une vraie bouffée d'oxygène dans un secteur de santé mentale qui sature et qui, en raison de cette saturation, n'a pas toujours la possibilité de s'arrêter, de se poser et de faire autre chose autrement. Et Partition d'instinct, c'est ça, c'est un projet que Emmanuel vous parlerait mieux que moi. On a déjà entendu dans le reportage quelques éléments, mais c'est ça, c'est autre chose que nous sommes allés chercher à Lyon, puisque Tout va s'arranger 2. On parlera aussi de ce projet à travers les yeux d'Elena.
Ben oui, parce qu'en fait, Tout va s'arranger, c'est devenu un vrai collectif. Vous, Elena, en fait, dans le premier documentaire qui avait été réalisé, vous témoignez, voilà, en tant que jeune qui souffre de toute une série de problèmes de santé mentale, qui en parle, qui ose en parler. Et aujourd'hui, vous êtes allé aussi à la rencontre de toute une série de personnes. Qu'est-ce que ça vous a déjà apporté de faire partie de ce collectif? Bah, moi, ça m'a donné beaucoup d'espoir, je pense, de faire partie de ce collectif. Et je pense que c'est comme ça qu'on change les choses, c'est en étant en groupe. Et ça m'a vraiment redonné envie de me battre aussi, de voir qu'on était plein. Et je ne pensais pas que ça allait m'aider autant d'un point de vue personnel et que ça allait aider autant de gens d'un point de vue plus global. Alors en fait, Elena, on vous voit à un moment dans le documentaire Partition d'instinct. Qu'est-ce que vous faisiez à Lyon? Mais ce projet avec la Maison de la Danse va aussi rentrer dans Tout va s'arranger 2. Et Tout va s'arranger 2, ça va plus être axé solution par rapport aux soins psychiatriques parce qu'on pense, dans notre collectif, on partage la vision qu'il y a d'autres manières de soigner les problèmes psychiatriques et notamment le biais artistique, et là en l'occurrence de la danse. C'est personnellement quelque chose qui me parle beaucoup, notamment pour l'expression de soi et le partage avec l'autre. Et donc voilà. Oui, ça vous a apporté, vous avez participé à quelques ateliers, pas à tout le projet, mais à quelques ateliers. Qu'est-ce que ça vous a vous-même apporté justement de danser? Moi, je fais pas mal de théâtre, mais j'avais jamais fait de la danse. Enfin, un peu, mais pas comme ça. Et ça m'a appris à me découvrir. Pourtant, j'ai fait que 2-3 ateliers, mais ça m'a vraiment permis de me découvrir, de m'exprimer aussi. Et en fait, de voir tous des jeunes qui avaient un point commun, qui était les souffrances psychiatriques, danser ensemble, ça m'a permis aussi de, moi, pouvoir me lâcher et d'enlever une certaine carapace, je pense. Alors Emmanuel Monneron, donc je l'ai dit, c'est vous qui êtes à l'origine de ce projet Danse et Santé Mentale que vous menez à Lyon depuis 2018. Alors quand on entend ce que Elena dit et ce qui a été dit aussi dans le documentaire, on voit qu'effectivement, pour ces jeunes qui participent, c'est une manière de se libérer la parole, libérer le corps, renforcer aussi l'estime de soi. Oui, ce que j'explique souvent, c'est que les soins en psychiatrie ils sont très très souvent basés sur l'échange verbal, à travers des entretiens. Souvent, on est de part et d'autre d'un bureau et puis on essaie de poser des mots sur des émotions, sur des ressentis, ce qui est pas toujours facile. Et la danse a cette spécificité de pouvoir être très spontanée. Et moi, parfois, je parle un peu de jaillissement d'émotions ou de ressentis. Et c'est quelque chose qui parfois peut sembler un peu inaccessible parce qu'on ne comprend pas bien ce que ça exprime, comment ça se passe, comment les gestes ont été choisis. Mais en réalité, quand on l'expérimente, notamment dans l'improvisation, ça peut être très, très simple en fait, de se relier à soi et puis de s'exprimer à travers le corps. On a tous un corps, on l'utilise tous les jours, on se déplace, on bouge son corps tout le temps. Et donc on sait tous faire ça. À un moment, c'est juste une façon de le faire différemment. Donc c'est vraiment cette proposition qui est faite aux participants. Et puis effectivement, la possibilité de travailler avec un artiste qui a une carrière relativement importante, qui a dansé pour la compagnie d'Anne-Theresa de Kerschmecker, qui est maintenant professeur au Conservatoire de Lyon, de faire ce travail de création et puis de le présenter sur un plateau comme celui de la Maison de la Danse, qui est un lieu très important pour la danse en France. C'est un facteur de fierté et c'est aussi pouvoir dire on a travaillé pendant un certain nombre d'heures et d'ateliers et on se sent suffisamment solide pour partager ce travail avec un public et pour se sentir en confiance pour le faire ensemble et partager ce moment sur une scène et prendre cet espace ça a aussi une dimension citoyenne, de se positionner dans un espace public de spectacle et de partager des choses très personnelles avec des spectateurs. Oui, c'est vrai que pour vous, la danse n'est pas nécessairement une thérapie, mais plutôt un moyen de refaire lien, notamment avec la société. Absolument. L'idée, effectivement, c'est d'arriver avec un projet qui est complémentaire finalement à un certain nombre de soins qui continuent de se dérouler. Ils ont continué de se dérouler pendant le projet et parfois entre
certains soignants et certains patients qui sont dans le projet. L'idée, c'est aussi... alors, il y a plein de dimensions. Il y a notamment la dimension de la déstigmatisation. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, quand à la fin des spectacles, certains spectateurs viennent échanger et disent finalement, on ne sait plus qui est patient, qui est soignant. Des fois, il y a des gens qui ont un peu le même âge, donc c'est pas si simple que ça. Et je réponds, mais finalement, vous êtes venu voir un spectacle de danse. Est-ce que ça a tant d'importance que ça, de savoir qui a des troubles psychiatriques, qui n'en a pas? L'idée, c'est de voir des personnes partager le plateau ensemble et partager avec vous une œuvre sur laquelle ils ont travaillé. Et oui, effectivement, quand les gens dansent, on ne sait pas s'ils ont une pathologie ou pas, mais c'est le cas dans plein de situations de la vie. On ne sait pas qui a tel ou tel problème de santé. Et l'idée, c'est aussi de penser une société plus inclusive et que finalement, avec ou sans trouble psychique, on peut être ensemble et on peut vivre ensemble. Ouais. Déstigmatiser la santé mentale, c'était aussi un rôle, un objectif du collectif Tout va s'arranger ou pas. Et c'est vrai que quand vous rencontrez, là, pendant toutes les projections, ça fait 2 ans plus ou moins que le film Tout va s'arranger ou pas tourne. Et il y a eu plus ou moins une centaine de projections. J'imagine que cette déstigmatisation, vous la voyez, vous, Elena, Pierre, quand vous assistez à ces projections débat? Alors, malheureusement, ça n'est qu'une centaine de projections et quand on regarde les chiffres de cette crise de la santé mentale, parce que pour moi, on y est, on traverse une véritable crise, c'est vraiment un grain de sable dans le désert, ces projections. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, personnellement, j'ai ressenti une libération de la parole parce que quand après 52 minutes et la moitié du film, Tout va s'arranger ou pas, est consacré à la parole des jeunes eux-mêmes, je me rends compte, je crois pouvoir dire, c'est mon explication, que quand on voit un tel courage de jeunes qui s'expriment et qui parlent de leur santé mentale sans pudeur, avec beaucoup de courage et d'authenticité, du coup la salle se sent elle-même après autorisée à parler, à témoigner. Et donc ça a donné lieu à des projections toujours très intenses, très émouvantes, très poignantes. Et je crois que ça a un effet soulageant. Au début, on était nous-mêmes un peu décontenancés, donc on a demandé conseil auprès d'intervenants spécialisés en santé mentale pour voir si ce jaillissement d'émotions n'était pas un danger, parce qu'après la projection, les gens rentrent seuls chez eux, et tous nous ont dit unanimement, s'ils pleurent, c'est pas grave, les personnes du public, pourvu qu'ils pleurent, que vous pleurez ensemble. Et en l'occurrence, c'est vraiment le cas. Il y a quelque chose de très collectif dans tout ça. Ouais, toujours le collectif dont vous parliez, Elena. Et c'est vrai que vous avez parlé des chiffres qui sont toujours inquiétants. Est-ce que vous avez quelques chiffres que vous pourriez, par exemple, nous donner là, sur la situation de la santé mentale aujourd'hui en Belgique? Oui, c'est vrai que c'est un peu notre obsession à nous journalistes, mais je pense que c'est important quand on parle de crise de la santé mentale, de savoir de quoi on parle. Et donc, l'Institut Santé publique France a publié cette année une étude qui a quand même fait un effet assez important sur le secteur, et pas que, puisqu'ils ont comparé la décennie 2010-2020 à l'année 2021, aux 2 années 2021-2022. Et là, on se rend compte qu'on est vraiment face à un gros souci. Donc, plus 246% d'hospitalisation pour les 10-14 ans, plus 163% pour les 15-19 ans et plus 106% pour les 20-24 ans. Donc on se rend compte qu'avec de tels chiffres, la saturation des services est telle que ça a aussi une influence et des conséquences sur le contexte de travail de tous ces soignants qui, bien souvent, quand je les rencontre, sont quand même épuisés. Alors, on l'a dit, donc dans ce collectif, il y a notamment des jeunes, comme vous, Elena. Là, vous êtes rendu à Lyon, d'autres vont se rendre dans d'autres projets un peu innovants, des projets positifs en matière de santé mentale. Vous allez devenir un peu acteur, actrice de changement. C'est important pour vous de participer aussi au changement de regard de la société sur la santé mentale? Je pense que c'est même primordial, mais... C'est une lutte qui, au-delà de Tout va s'arranger, que je continue tous les jours. Et j'ai un peu du mal parfois à me dire que je peux être dans le devant de ce combat, mais en même temps, c'est tellement important et je pense qu'il y a tellement à déstigmatiser encore. Et même, il y a besoin de prévention. Enfin, je veux dire, c'est un secteur qui évolue, mais qui évolue pas rapidement non plus. Et je pense qu'on a vraiment besoin de changement. Et que c'est maintenant que ça doit se passer. Et donc, je suis quand même assez contente et fière de prendre cette place-là.
Et Emmanuel Monneron, quand vous voyez des jeunes comme ça qui s'impliquent, qui veulent devenir acteurs de changement, que ce soit ici avec Elena, mais que ce soit aussi les jeunes qu'on voit dans le documentaire, où on sent qu'il y a une vraie démarche, une vraie volonté aussi de changer le regard de la société, qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui les suivez en tant que psychiatre? Moi, ça me fait penser que ces jeunes, ils cherchent à être autonomes finalement. Ils cherchent à comprendre ce qui leur arrive, ils cherchent à s'approprier les moyens d'avoir une meilleure gestion, par exemple, de leur fragilité, parfois de leurs symptômes, parfois de leur traitement. Et c'est vraiment des démarches qu'on essaie au maximum de soutenir actuellement dans tout le courant qui s'appelle la réhabilitation psychosociale. L'idée, c'est de se dire, on essaie de sortir d'une médecine paternaliste où finalement, voilà, il y a des sachants, il y a des gens qui possèdent un peu comme ça les savoirs et c'est dans leurs mains qu'il faut remettre un petit peu notre destin si on a un trouble psychiatrique. Et on est plutôt dans l'idée de partager, de collaborer et de se dire... D'où l'horizontalité du projet et le fait qu'il y ait des soignants aussi qui participent. Absolument, c'est des choses qui dialoguent. Comment on peut sortir de cette idée que y a les gens qui sont au-dessus et qui prennent les décisions parce qu'ils ont le savoir, et puis les gens qui sont en dessous qui ne savent pas et qui doivent, alors obéir c'est un grand mot, mais en tout cas suivre les prescriptions. Et l'idée, et ça même dans les soins en individuel, c'est comment on collabore, comment on se met d'accord sur qu'est-ce qui est important pour la personne, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui l'est moins, comment on essaie de trouver pour chaque personne individuellement les meilleurs moyens, le meilleur accompagnement pour que la personne soit satisfaite et puisse se rétablir. C'est ça l'enjeu. Et donc, ces jeunes qui prennent à bras-le-corps ces problématiques, c'est à mon sens les meilleurs partenaires qu'on peut avoir, nous soignants, pour faire ce travail de collaboration et de réflexion sur de quoi vous avez besoin et qu'est-ce que nous, on peut vous proposer comme outil pour répondre à vos besoins. Elena, vous, je pense que vous aviez un regard plutôt négatif sur le milieu hospitalier avant d'aller à Lyon. Votre expérience personnelle fait que vous avez une image plutôt négative. Qu'est-ce que du coup ça vous a inspiré, ce qui se passe par exemple à Lyon, où là ça se passe en milieu hospitalier mais avec une initiative innovante? Moi, ça m'a de nouveau redonné espoir parce que je suis persuadée qu'on doit changer la manière de traiter les pathologies psychiatriques, qu'on doit innover, qu'il y a d'autres manières de voir les choses. Et en fait, avoir ce projet-là, ça m'a fait me rendre compte que je ne suis pas la seule à penser ça et qu'en fait, ça commence à évoluer tout doucement. Et voilà. Est-ce que c'est difficile, Emmanuel Monneron, de faire vivre ce genre de projet autour de la danse, autour de l'art, dans des milieux hospitaliers, dans les soins psychiatriques, qui sont peut-être un peu figés parfois? Il y a différentes raisons pour lesquelles c'est pas facile. Il y a le temps disponible. C'est vrai que c'est pour tous les soignants qui ont été impliqués dans le projet, c'est beaucoup de temps personnel qui a été investi parce que finalement sur les journées de travail, il n'y a pas d'espace et de plage horaire pour se dire tiens, on va travailler sur le projet danse et santé mentale. Donc il y a beaucoup de choses qui se font en dehors du temps de travail. Après, on a beaucoup de chance à l'hôpital du Vinatier d'avoir un service qui est vraiment dédié à la question de tout ce qui est artistique et culturel, qui s'appelle la ferme du Vinatier. Et la présence de ce service à l'intérieur de l'hôpital fait qu'il y a une habitude pour la direction, pour les services, pour la hiérarchie, etc., une habitude que ces projets aient lieu, s'organisent dans différents services. Et donc, on a une facilité institutionnelle. C'est-à-dire que quand on commence à dire il va y avoir ce projet, on aura besoin de tel et tel temps pour faire des ateliers, pour organiser des choses. En général, on est bien suivi par notre hôpital qui nous dit ça fait partie du dispositif Éclat, c'est le nom du dispositif à l'hôpital. Et donc, ce temps vous est libéré, ce temps vous est donné pour faire ça. Et ça, c'est quelque chose qui est très précieux et qui, je pense, n'existe pas forcément partout. Donc, c'est une chance. Ouais, j'imagine, Pierre Schoenbrod, vous qui avez rencontré justement beaucoup d'acteurs du secteur, vous mesurez le côté précieux de la chose. Précieux, et puis surtout, ça nous invite à être plus créatifs ailleurs qu'à l'hôpital. Parce que quand on voit que c'est possible à l'hôpital, là où, comme Emmanuel le disait très bien, c'est compliqué pour des tas de raisons, dont notamment le manque de moyens, le manque de temps, qui est devenu une denrée très rare dans notre société actuelle. S'ils y arrivent, on peut y arriver aussi ailleurs. Parce que ce qu'on pense aussi dans notre collectif Tout va s'arranger, c'est que quand on est face à de tels chiffres, j'en ai parlé là tout à l'heure, mais il y en a bien d'autres qui sont tout aussi inquiétants, c'est qu'on ne peut pas faire reposer tout sur le secteur de la santé mentale parce qu'il ne pourra pas faire face à
à ce raz-de-marée. Et donc, tous les autres secteurs, alors moi qui suis plus dans le secteur jeunesse, les autres secteurs, c'est quoi? C'est par exemple l'école. Je suis bien désolé de le dire parce que je suis conscient de toutes les missions qu'ils doivent déjà assumer, mais il va falloir aussi, dans ce secteur-là, se dire, tiens, comment est-ce que la santé mentale pourrait être traitée aussi à l'école? Et je pense que c'est valable aussi pour les jeunes adultes hein, qui sont sortis de cette époque Covid dans un état de fragilité très important. Qu'est-ce que le secteur professionnel peut faire également à son niveau pour soulager, pour aider, pour soutenir les jeunes qui arrivent sur le marché du travail dans un état psychique plutôt bancal? Et je pense que c'est vraiment cette réflexion-là qu'on essaye d'avoir. Alors, il ne faut pas jouer au thérapeute, hein, ce n'est pas ça que je veux dire du tout, mais je crois qu'on peut trouver des bons réflexes, on peut trouver des bonnes attitudes, on peut trouver, on parle beaucoup de bienveillance, hein, de résilience, tous ces mots un peu forts à la mode. C'est pas tout de les dire, il faudra aussi trouver derrière ces mots des attitudes concrètes dans la vie de tous les jours qui pourront soulager la situation actuelle très tendue pour, Elena l'a dit, retrouver un peu de prévention. Parce qu'aujourd'hui, dans notre collectif, on ne s'inquiète plus seulement de ceux qui vont mal, on s'inquiète de ceux qui vont bien et qui pourraient glisser demain et, faute de services disponibles, s'enfoncer dans une souffrance psychique majeure. Donc, c'est aussi se préoccuper de ceux qui vont bien que de participer à cette réflexion globale sur la santé mentale. Et du coup, il y a l'art aussi, hein, évidemment, on a parlé de la danse, mais vous, Elena, c'est toutes les formes d'art, le théâtre, le slam, ça vous apporte quelque chose? Moi, c'est un peu là que j'ai trouvé un moyen d'exprimer les choses, parce que j'ai toujours aimé donner mon avis, et je trouve ça super important. Et c'est vrai qu'avant, j'étais quelqu'un de plutôt effacé, et par le théâtre et le slam, ça m'a permis de m'ouvrir et de pouvoir faire passer des messages plutôt importants, plutôt politiques, et de pouvoir un peu dire ce qui n'allait pas. Et c'est un moyen d'expression très important, et c'est aussi un lieu de partage avec d'autres personnes qui aiment ça. Et quand on fait un art vivant, on est là pour donner et pour que les gens aient quelque chose à recevoir. Je pense que c'est une bonne transition pour notre conclusion, puisque Elena, on va vous voir dans un instant slammer. Déjà, je vous remercie tous les trois et j'invite tous nos spectateurs à aller voir ce film Partition d'instinct qui va être diffusé dans plusieurs salles. N'hésitez pas à consulter notre site internet pour savoir où il sera diffusé. Et puis, on laisse place à Elena qui nous slame la conclusion de cette émission. Je rêve de scène, je sème ma graine d'artiste, je traîne dans le règne des arts tristes. Je suis la reine des écrivains, ma flemme m'empêche d'être écrivaine. On prêche le travail à outrance, mais je pêche, je suis pas un esprit sain. J'ai trop de failles, j'enchaîne les absences, c'est la décadence. Je balance les dés de mon existence, je prie pour avoir un peu de chance. Je veux voir afficher le double 6, que c'est des troubles ma prophétie, que le hasard me sourit pour que mon inde soit plus sous vide. Faut que je passe le tri des artistes à l'art triste, faut que je me hisse entre les mailles du tamis. Alors, avec mes failles, je tisse ma propre résie. Faut que je sois résiliente si je veux que mon art réside. En attendant, j'écris. J'écris pour faire taire mes cris. J'écris pour ceux qui n'ont plus de voix, j'écris dehors ou sous un toit. J'écris partout, surtout, surtout pour nous. J'écris pour nous, les inadaptés, pour ceux dont les cris ont été étouffés et le cœur fracassé. J'écris de façon démesurée pour tous les désœuvrés. J'écris dans tous les états, j'écris sage, j'écris sale, j'écris mal. J'écris sur la plage ou en plein naufrage. J'écris dans l'ombre, je veux pas être une étoile qui brille, je préfère la pénombre. Je m'en tape qu'on m'aime si on aime mes récits. J'écris pour exister, c'est ma voix, celle qui résonne en moi, celle qu'on ne peut censurer. J'ai écrit quand je voulais mourir et c'est la seule chose qui m'a sauvée. J'étais en train de couler, ma plume était ma seule bouée, alors toute ma vie, j'y écrirai. Quand j'ai plus de mots, je me sens mal, c'est direction l'hôpital. Car écrire, c'est ma façon de respirer. Un mot, j'inspire, la ligne, j'expire. Il n'y a rien de pire qu'une journée où j'arrive pas à me vider sur ce papier. Faut que j'assouvisse ce besoin d'écrire avant que mes vices ne viennent me détruire. Écrire, c'est là où je puise mon envie de vivre. À chaque fois que j'écris, j'esquisse un sourire. Écrire, c'est comme une addiction. J'en ai besoin pour relâcher la pression. Mais je veux que mes dires vous fassent sensation. Donc il faut que je travaille ma addiction, que j'enjolive mes failles et mes émotions pour que mes écrits restent sans connaître l'expiration.